Salut à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard, diffusée sur la chaîne YouTube du média, sur notre site lemediatv.fr, sur le canal 165 de la Freebox et désormais sur Molotov. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors comme le veut la tradition, on commence par les tops et les flops, mais avant ça, il y a le préambule, et là j'ai l'impression qu'on a des préambules. On a deux préambules. Le premier, alors il concerne Thomas Guénolé, donc qui est chroniqueur de gauche, militant de gauche qui est présent très régulièrement sur TPMP. J'en ai parlé plusieurs fois, donc chez Hanouna. J'en ai parlé plusieurs fois, enfin 2 fois très précisément, pour m'étonner du fait qu'il se laisse humilier comme ça de manière récurrente. Je ne comprenais pas pourquoi, de manière très sincère, hein, il n'y a pas d'accusation de quoi que ce soit, c'était des questions. Et puis sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs internautes qui lui ont demandé, mais répondez à Mourad Guichard, répondez à ce qu'il vous demande. Et il a répondu qu'il fallait que le média l'invite. Je l'ai invité officiellement, il a répondu positivement, très rapidement. Et vraiment, on s'est eu au téléphone, on a eu des échanges par SMS, et puis bizarrement, donc il a été mis à pied juste après par Hanouna, encore quelque chose de vexatoire. Il a été mis à pied parce qu'il avait arboré une espèce de pochette qui rappelait évidemment les motifs du kéfier pour protester contre le match France-Israël dont on a parlé ici la semaine dernière. Et bizarrement, ce matin, donc on enregistre le mardi, je rappelle, ce matin, juste avant midi, en fait, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait bien réfléchi, mûrement réfléchi, et que finalement, il ne viendrait pas parce qu'il s'est déjà expliqué dans un média un peu confidentiel en ligne, un peu people. Alors ça ne me convainc pas du tout. Je pense très sincèrement que, et j'étais très surpris d'ailleurs, et je l'ai écrit, j'étais surpris qu'Hanouna permette à l'un de ses chroniqueurs de venir chez nous. Eh bien non, en fait, il ne lui a pas permis, et je pense très sincèrement que c'est le fait qu'il soit revenu sur le plateau lundi Parce soir. Que la mise à pied a eu un terme lundi. Oui, lundi. Il est revenu lundi, donc... Hier, pour nous sommes mardi, il est revenu lundi et comme par hasard, il me fait part mardi matin du fait qu'il ne souhaite plus venir pour des raisons personnelles, alors qu'en fait, je pense que non. Cher Thomas, puisqu'il m'appelle cher Mourad, je réponds, cher Thomas, je ne suis pas convaincu du tout. D'autant plus que j'aurais aimé lui poser plusieurs questions, bien évidemment, qui ne sont pas du tout, qui n'apparaissent pas dans l'interview qu'il a donnée à ce fameux média, et notamment une question, puisque plusieurs, des proches de lui m'ont fait part du fait qu'il prenait des notes, et que ces notes pourraient servir soit à alerter l'Arcom, soit à écrire un livre une fois qu'il serait parti de TPMP. Parce que TPMP s'arrêterait, parce que de toute façon, il peut partir avant, mais TPMP a vocation à s'arrêter dans quelques mois. Oui, mais ça va muter sur Canal+. Hanouna va aller sur Canal+. Peut-être pas. On va voir. Mais en tout cas, le jour où il part, ou même s'il part de son propre chef, ces 2 sources m'indiquent qu'il préparerait un livre racontant les coulisses de TPMP. Il a dit que c'était complètement faux. Sauf que, voilà quoi, il y a des témoins quand même assez sérieux, donc on va voir, on va attendre et on en reparlera en temps et en heure. L'autre chose, on est toujours sur CNews. Puis s'il sort un livre sur TPMP, on lui en voudra pas. Non, on lui en voudra pas, mais ça pourrait expliquer pas mal de choses. Et notamment sa patience par rapport à ces fameuses humiliations. On reste chez Bolloré et on va aller sur CNews cette fois-ci. L'Arcom, alors on se demande à quoi joue l'Arcom. L'Arcom a infligé en toute discrétion... Le gendarme de l'audiovisuel français. Absolument. L'ancien CSA a collé une amende de 150 000 € à CNews pour deux passages. Alors c'est très très ancien. 2 passages. Alors c'est à la fois Morandini, Momo la tripote, qui en fait avait sorti des bobards absolument incroyables sur des élèves musulmans qui auraient demandé via leurs parents une salle en déplacement scolaire, en vacances, en fait, avait demandé à ce qu'il y ait une salle de prière, ce qui était complètement bidonné, complètement faux, mais enfin, ça vise les musulmans et en plus les enfants, donc ça passe crème. Et puis, la fameuse affaire, on en a parlé largement ici, de l'IVG, qui serait la première cause de mortalité, avancée dans une émission de catho un peu mystique et intégriste. Et donc, 150 000 €, je me demande à quoi ça rime, parce que je ne comprends pas le sens. 150 000 € pour Bolloré, c'est de l'argent de poche. Je pense que tu dois avoir ça au fond de ta poche. Je ne pense pas.
Je voilà, n'ai même pas 150 mais pour lui, euros. donc ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi CNews est toujours condamné à des sommes aussi ridicules. Même si c'est en millions d'euros, ça ne change absolument pas l'existence et la réalité de cette chaîne. Alors, on va dire que l'Arcom va peut-être utiliser cet argent pour payer les frais d'avocat liés à la procédure d'un certain nombre de médias, dont le média a intenté pour protester contre la mauvaise attribution, en tout cas l'attribution floue des fréquences de la TNT. Et on continuera de vous informer là-dessus, bien sûr. Alors, c'est parti pour les tops. T'aimes bien l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, parce qu'ils sortent des pépites qui t'inspirent, Mourad. Oui, c'est pas que je les aime un peu, c'est que je les adore parce que vraiment ils font le job. Et je remercie et je félicite les CM, alors je ne sais pas s'ils sont plusieurs, mais les community managers du compte, des comptes sociaux de l'INA, parce qu'ils sortent vraiment des choses que je trouve très nourrissantes. Et notamment par rapport à Amsterdam, alors je pense que c'est lié à ça, hein, Amsterdam, et au match France-Israël, ils ont ressorti une pépite sur un précédent raciste dans le sport qui concerne la volonté de sportifs, alors je crois que c'est du tennis, si mes souvenirs sont bons, qui ont refusé d'aller jouer à Marseille, des sportifs israéliens qui ont refusé d'aller jouer à Marseille. Je vais vous laisser écouter pour quelles raisons. Le problème est qu'il y a une forte population maghrébine et je crois qu'ils se méfient. Mars 1991. Marseille doit accueillir une étape de la Coupe Davis, le match France-Israël. Mais pour des raisons de sécurité, la fédération israélienne s'y oppose. Raison officielle, il y a trop d'Arabes à Marseille. Alors que peut répondre le président de la Fédération de Provence, Jacques Dur? Je suis étonné et surpris de l'attitude de la fédération israélienne qui semble mêler le sport à la politique. Prévu au mois de février, l'équipe israélienne réclame le report du match en mars, avant de demander qu'il soit organisé dans une autre ville. En raison de la situation actuelle et du fait qu'il y a une vaste communauté musulmane à Marseille, il serait mieux et plus sûr que la compétition se déroule ailleurs, en France. À cette période, la guerre du Golfe est en cours depuis 6 mois. Et les attentats meurtriers des JO de Munich 1972 contre la délégation israélienne sont même évoqués. La Fédération française de tennis coopère. Bien qu'on ne soit pas forcément d'accord sur leur analyse, on pouvait par contre sur le plan sportif, on était un peu tenu quand même de tenir compte de leurs demandes. La compétition est déplacée en un temps record, dans une ville jugée plus tranquille, Rennes. C'est la première fois qu'un match de Coupe Davis se déroule en Bretagne. Merci Israël. C'est assez amusant quand on sait ce qui s'est passé à Amsterdam, à savoir que ce sont effectivement les hooligans israéliens qui ont créé ce bazar, qui ont créé ces événements, cette violence. C'est assez amusant de voir que ça ne date pas d'hier et que là, on ne criait pas à l'islamophobie ou au racisme. Il n'y a pas eu de protestation. J'ai recherché à l'époque. C'est passé assez crème, donc c'est assez marrant ce fameux deux poids deux mesures qui dure finalement depuis assez longtemps. Et tu donnes un top à Éric Coquerel, le président de la Commission des finances. Ah oui, j'ai vu cette séquence, ça m'a fait... alors, au départ, ça m'a fait sourire, mais je me suis posé une question, et je vais vous dire laquelle, juste après que vous ayez visionné ce face-à-face avec Apolline de Malherbe. Je vous laisse écouter. Je vous pose juste... Pour vous, ça ne vous pose aucun problème. Que vous me dites que dans une manifestation... Pour vous, ça ne vous pose aucun problème. Mais dans une manifestation qui a lieu sur un thème, vous savez, et c'est pas nouveau, vous n'êtes pas forcément à côté de toutes les personnes avec qui vous êtes d'accord sur tel ou tel sujet. Moi, j'ai manifesté, par exemple, je vais vous dire une chose, j'ai manifesté en soutien aux Kurdes à Paris, par exemple. Il n'y avait pas très loin M. Retailleau qui était là. D'accord, il y avait des gens avec qui je n'ai aucun, c'était il y a quelques années. Est-ce qu'on va m'interroger en me disant, Monsieur Coquerel, attention, vous avez Monsieur Retailleau. Vous comparez un activiste qui appelle à l'intifada dans les rues de Paris. Avec Monsieur Retailleau. Avec Monsieur Retailleau. Je pense que cette personne est certainement plus respectable vis-à-vis vu ce que Monsieur Retailleau sort aujourd'hui, qui emprunte à l'extrême droite beaucoup de son vocabulaire raciste, etc. Bien sûr. Plus respectable. Ah oui. Vous enquêterez, je vous recommande. Mais peut-être. Nos confrères de l'Express. Vous me dites ça, je ne le. Oui, d'accord. Okay. Alors, ça, c'est des références, vous avez raison. Le point, oui, bien sûr, c'est des références par rapport à des enquêtes. Et pas du tout biaisé, pas du tout subjectif. Donc il était interrogé par rapport à sa présence avec des gens controversés pour une manif contre le match France-Israël. Il s'en est expliqué. Il a expliqué qu'il s'est retrouvé aussi à une manif avec Retailleau et que Retailleau était bien plus critiquable que cette fameuse personnalité du monde musulman. Et ce que je n'ai pas compris,
c'est en fait pourquoi cette question est arrivée sur le tapis avec autant de virulence de la part d'Apolline de Malherbe. Donc j'ai appelé Éric Coquerel pour avoir le fin mot de l'histoire. Et en fait, il m'a dit qu'il s'est senti, il m'a dit que c'est la première fois que ça lui arrivait, il s'est senti piégé. C'est-à-dire qu'en fait, elle a attendu la toute fin de l'émission, il n'avait plus que quelques secondes pour répondre, pour lui balancer ce scud, et lui, il a répondu par un contre-scud, en fait, qui consiste effectivement à dire que Le Point, c'est pas le journal de référence de l'actualité et de l'enquête sérieuse. Il y a eu plusieurs fois, à plusieurs reprises, je rappelle, Le Point a été pris en défaut pour des mensonges avérés, volontaires. Et donc, je trouve que une nouvelle fois, Pauline de Malherbe a montré son côté absolument militant et qui commence à devenir un tout petit peu insupportable, puisque suivant qui elle a en face d'elle, elle va avoir une attitude qui va être diamétralement opposée. Et là, c'est plus du journalisme, ça devient, comme je l'ai déjà dit ici et répété, du militantisme. Et tu voudrais également tirer ton chapeau à 2 journalistes de la presse indé, Marine Turchi et Pauline Bock. Oui, Pauline Bock, qu'on a déjà Marine Turchi de Mediapart et absolument, Pauline Bock d'Arrêt sur Image. Donc nos 2 chères consoeurs, en fait, qui ont fait le job, contrairement à Léa Salamé, qui, elle, cherche le scoop, la petite phrase, et qui essaye de faire dire au patron du Rassemblement national que lui irait bien à la place de Marine Le Pen. Enfin bref, tout ça, on s'en fout. Ça s'appelle de la punchline, de la petite phrase et compagnie. En un très court extrait, vous allez voir, Marine Turchi va répondre à la question de Pauline Bock de manière très pertinente. C'est ça qu'on appelle le journalisme. Ce livre sort alors que Marine Le Pen est en procès. C'est étonnant de sortir le livre alors qu'elle affronte un des procès les plus durs de sa carrière. Elle risque 10 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité dans le procès des assistants présumés du Parlement européen. Si jamais elle est condamnée, si jamais elle est empêchée et déclarée inéligible, vous irez ? Moi, j'ai une question pour nos 2 journalistes en plateau. Quelle question vous lui aurez posée à la place de Léa Salamé ? Tout simplement de montrer les documents qui ont été révélés par Libération, de dire ça, monsieur Bardella, c'est votre écriture dessus ? Ou est-ce que vous dites que ça, c'est des faux ? Et si c'est des faux, qui les a faits ? Franchement, c'est 2 questions ultra simples et qui auraient dû être posées depuis longtemps dans des conférences de presse, dans des émissions où ils ont sous la main des responsables du Rassemblement national, ce qui n'est pas notre cas. Enfin, longtemps, nous, on a été blacklistés. Maintenant, on est de nouveau tolérés. Mais enfin, c'est quand même compliqué d'avoir le micro. Oui, voilà. Nous, à Mediapart et quelques autres journalistes. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on a comme ça sous la main Jordan Bardella en plateau, qui ne peut pas s'échapper lors d'un déplacement ou quoi, on fait son travail et on pose ses questions. Et un de tes préférés, il revient souvent, en tout cas dans ta liste, dans ton listing, c'est Arnaud Klarsfeld. Alors lui, en général, il revient du côté des flops, mais là, tu l'as mis du côté des tops. Alors, ce sont tes tops malicieux, Mourad ? Oui, c'est ce que tu appelles, toi, je te rends à tout seigneur, tout honneur, les tops paradoxaux. Donc, c'est comme ça que tu les appelles et j'aime bien cette expression. Arnaud Klarsfeld, il a réussi un exploit. Il a réussi à choquer Marchal et Truchot, donc, sur BFM TV, par son outrance. Alors, je vais vous demander d'écouter et de regarder. Vraiment, le ton est très particulier. Et je le dis très sincèrement, je suis un peu inquiet pour ce garçon qui a une diction qui me fait un peu peur. Je me demande si vraiment il a tout son esprit. Je vous laisse écouter et je vous explique en 2 mots pourquoi je suis inquiet. Génocide, il y a 40 000 morts. La moitié sont des civils, c'est vrai, et l'autre moitié sont des combattants. Israël mène tant bien que mal, parfois avec des défauts, mais mène tant bien que mal une guerre qui est une guerre existentielle, et le ratio entre les civils combattants qui ont été tués et les militaires. Vous dites, mène cette guerre avec des défauts. Oui, avec des défauts. Les défauts sont des enfants qui meurent sous les bombes, c'est des femmes qui meurent sous les bombes. Israël, d'accord. Le défaut, le mot est peut-être mal placé. Non, le mot est pas mal placé. Israël prévient avant de bombarder. Certains ne peuvent pas partir et meurent, c'est vrai. Alors qu'est-ce que fait Israël ? Israël demande aux gens de s'en aller et bombarde systématiquement la plupart des habitations. En détruisant aussi Gaza. En détruisant aussi Gaza, c'est vrai. Mais combien de morts israéliens y aurait-il si Israël n'avait pas cette politique Il y a eu 1500 morts. Israël a été attaqué de manière barbare. La réponse n'est pas disproportionnée. La réponse n'est pas disproportionnée. Donc réussir quand même à choquer Marchal et Truchot, je trouve ça formidable parce qu'ils sont dans l'excès permanent. On y reviendra d'ailleurs dans quelques instants. Et là, je pense que, et je ne comprends toujours pas pourquoi on continue d'inviter Arnaud Klarsfeld qui, je pense, gagnerait à se reposer, à prendre soin de lui.
Alors j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on fasse une petite capsule réseaux sociaux. Fallait pas l'inviter ou je ne comprends pas parce que. Oui, tu as raison. Ça revient régulièrement. Quelque part. C'est vrai. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est des questions qu'on peut déployer à l'infini parce qu'elles nous permettent d'entrer dans pas la complexité mais l'absurdité de notre système médiatique. On passe au flop. Émeric Caron a également attiré ton attention cette semaine. Oui, là, c'est toujours le même discours. Vous savez, c'est-à-dire que dès que quelqu'un s'intéresse à Gaza ou défend Gaza, défend les populations gazaouis, défend tout simplement l'humanité, on les accuse de trop parler de Gaza et de ne pas parler des autres conflits. Alors, je mets quiconque au défi de défendre l'ensemble des conflits planétaires. Ça n'a aucun sens. Simplement, je rappelle que l'Occident fournit des armes à Gaza, qu'on n'a pas la même implication que par exemple au Soudan ou ailleurs. Et donc, je ne comprends pas qu'une fois de plus, un journaliste de BFM va plonger tête la première dans ce faux procès complètement stupide. Et je trouve que, pour le coup, Émeric Caron s'en sort plutôt pas mal. Je vous laisse écouter. Vous avez hiérarchisé certaines causes. Non, j'ai rien hiérarchisé. Il y a des évidences qui s'imposent à vous. Vous n'avez qu'un bracelet au poignet. Moi, j'en ai pas. Comment ? Mais vous n'avez qu'un bracelet au poignet. Moi, j'en ai pas. Donc, vous avez ce Free Palestine. Donc, et vous me le reprochez ? Non, pas du tout. Je dis que vous avez votre hiérarchie des valeurs. C'est pas comme si Non, mais vous pourriez en avoir 4 autres, 5 autres, 6 autres. Des conflits dans le monde qui sont d'une gravité au moins équivalente par le fait que des crimes de guerre sont commis. Il n'y en a pas qu'un seul. Vous n'avez pas remarqué un truc, c'est que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire récente notamment, il y a des gens qui ont porté des combats. Oui. Il y a des féministes qui sont connus. Il y a des militants pour les droits homosexuels qui sont connus. Il y a des militants pour les Ouïghours qui ont vraiment porté ce combat. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui décident de s'investir dans un combat plutôt qu'un autre. Ça ne veut pas dire qu'ils méprisent les autres. Mais vous êtes député de la République. Ça s'appelle. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas seulement un activiste. Comment ? Vous n'êtes pas seulement un activiste, vous êtes aussi un député représentant. Mais je fais parfaitement mon travail. Des électeurs. C'est ça, vous ne comprenez pas. Je porte la voix de celles et ceux qui m'ont élu et je suis là pour porter une vision politique à l'Assemblée. Or, je porte une vision politique qui est typiquement celle de la France dans laquelle j'ai grandi, en tout cas qu'on m'a présenté comme étant la France, c'est-à-dire celle qui porte des valeurs humanitaires et humanistes fortes. D'accord ? Or, ce à quoi j'assiste, je termine, ce à quoi j'assiste depuis un an, dans le silence, dans l'inaction, dans le soutien à ce qui se passe à Gaza, à ces atrocités absolument inédites au XXe siècle, ne correspond pas du tout à la France dans laquelle j'ai grandi et aux valeurs républicaines, d'humanisme, d'humanité qui sont censées être celles de notre pays. Vous savez, ce pays qui s'enorgueillit de défendre mieux que tous les autres les droits humains. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a fait depuis un an ? Bien entendu, quand on parle de flop, on parle de TPMP. C'est comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors je parle rarement de TPMP. Là, j'en ai parlé parce qu'il y avait l'affaire Guénolé. Mais vous allez regarder, ils vont faire un espèce de narratif autour d'un incident qui est arrivé dans une école. Et regardez qui ils vont mettre pour l'imager. Incroyable. Une lycéenne soupçonnée d'avoir giflé et étranglé sa professeure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors ça, c'est à Colombes. Au lycée Claude Gramont. Ça s'est passé mercredi, donc hier. À l'occasion d'une évaluation, la professeure demande aux élèves de modifier un peu la configuration de la classe, changer les tables, les chaises. Et ça semble ne pas avoir plu à une lycéenne qui s'énerve après la prof, la gifle, tente de l'étrangler. La professeure hurle bien évidemment à la fois de peur et de douleur. Et un collègue masculin, entendant les cris, intervient, ils préviennent la police, elle est en garde à vue, au moment où je vous parle, elle est encore en garde à vue. Une jeune femme voilée, sachant que le fait divers n'a absolument aucun rapport avec la religion musulmane, avec l'intégrisme, avec l'islamisme, le frérisme, le salafisme, je ne sais quoi d'autre, mais ils ne peuvent pas s'empêcher, dès qu'il y a un problème dans une école, de mettre un voile. Exactement, on en reparlera d'elle très prochainement. Évoquons désormais un médecin, en tout cas un des médecins les plus célèbres du PAF, Michel Simès. Oui, on se demande à quel moment d'ailleurs il est au bloc opératoire. Il est tellement présent sur les plateaux de télé. Et donc c'est un fan de foot. Il explique sur Yahoo Actu, qui est une chaîne du groupe Yahoo, il explique face caméra qu'il est supporter du PSG depuis 50 ans ou je ne sais plus combien, et que en fait il va râler contre le fameux tifo. On en a parlé la semaine dernière, le fameux tifo Free Palestine qui avait été déployé
donc cette espèce de grande banderole qui avait été déployée dans le Parc des Princes. Alors ça avait donné une espèce de concerto en ânerie, en si bémol majeur de plein d'intervenants politiques et médiatiques, dont lui, qui va expliquer qu'il ne doit pas y avoir de politique dans le sport et que les stades, notamment, doivent être sanctuarisés. Je vous laisse écouter un extrait. C'est le Qatar qui est propriétaire du PSG. Compliqué, depuis le 7 octobre. Donc je me dis, les mecs, ils sont assez cons pour laisser rentrer une banderole pareille, un tifo pareil, en sachant que c'est le Qatar, que le Qatar a financé le Hamas. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a des types qui comprennent rien du tout à la direction du PSG. Moi, quand j'ai vu cette banderole Free Palestine, j'étais avec mon frère, avec des amis, j'ai regardé ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Dites-moi que je suis en train de rêver. J'étais prêt à quitter le stade. J'ai jamais quitté le Parc des Princes pendant un match. Ça fait 50 ans que je vais au Parc des Princes pour chaque match du PSG. Je suis ce qu'on peut appeler un supporter historique. Jamais depuis 50 ans, je ne me suis autant énervé auprès de la direction du PSG. L'histoire de la banderole de soutien à la cause palestinienne. Comment on peut rentrer un tifo pareil dans un stade sans que la direction ne le sache? Moi, je suis en tribune Borelli et on me fouille de la tête aux pieds à chaque fois que je rentre au parc. Et là, il y a des mecs qui, sur des dizaines et des dizaines de mètres, ont rentré un tifo sans que personne s'en aperçoive. Le PSG nous dit qu'ils n'étaient pas au courant. Je pense qu'ils nous prennent pour des imbéciles. On peut défendre une cause, la cause palestinienne. Maintenant, un stade, c'est sanctuarisé. On ne doit pas exprimer ses opinions politiques dans un stade. Alors, dire qu'il n'y a pas de politique dans le sport, notamment dans le football, qui est le sport le plus populaire au monde, c'est complètement stupide. Je veux dire, Berlin, par exemple, Berlin 36, c'était évidemment... Les Jeux Olympiques, c'était un événement politique. Les deux Noirs américains qui ont levé le poing à Mexico, c'est évidemment éminemment politique. Donc, et alors, la dernière chose, Michel Simès, nom d'un chien, vous êtes médecin. Je veux dire, vos confrères se font bombarder, les hôpitaux se font bombarder. Ils vont recoudre, ils vont amputer des gamins sans anesthésie, à vif. Enfin, merde, quoi. Je veux dire, c'est pas de la politique, c'est humanitaire. Je ne comprends pas que cet imbécile heureux, pardon de le dire comme ça, cet imbécile heureux qui ne comprend rien à rien, je l'invite simplement à lire les livres, notamment les différents ouvrages de Pascal Boniface qui expliquent que tout est politique dans le sport, des Jeux Olympiques jusqu'aux Coupes du Monde. Ça n'a aucun sens et je trouve ça absolument révoltant. Pardon de m'emporter, mais je vais vous montrer un exemple. Regardez comment se fait interviewer un supporter de l'équipe d'Israël sans coup férir. Alors je crois que c'est BFM TV. Regardez cet extrait et vous allez comprendre en quoi tout est politique dans le sport. Alexandre, racontez-nous comment vous avez vécu ce match. Magnifique. Honnêtement, on a bien défendu ce match. C'était magnifique. Il y a eu 0-0. Honnêtement, c'est ce qu'on espérait. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance dans le stade? Magnifique. L'ambiance excellente. Il y avait tout le monde qui était là. On était à fond pour Israël. Ça valait le coup. Est-ce que vous avez été rassuré par le dispositif de sécurité important? Le dispositif était magnifique. Je vais même dire même trop. Excellent, vraiment. Il n'y avait aucun problème. Aucun problème, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas un problème de sécurité. Dès qu'il y a eu un petit problème, on a eu un petit problème là dans le bloc K, directement ça s'est réglé. Les forces de l'ordre sont venues et directement ils ont réglé le problème. Avant le match, vous craignez vous pour ce match? Non, honnêtement, il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à craindre. On est venu là justement pour montrer qu'on n'a pas besoin de craindre. On est là et on supporte Israël jusqu'au bout. Donc ce supporter, tranquillement, se fait interviewer avec un t-shirt de soutien à l'armée israélienne et avec un autocollant. Vous pouvez faire une petite marche arrière, une petite machine arrière. Il y a un autocollant qui dit « Israël vaincra ». Waouh, quoi. On est à un match de foot avec tous les politiques présents. Vous avez sans doute vu la photo, hein. La tribune présidentielle, il y avait tous les politiques qui étaient présents, de Valls à Macron en passant par Braun-Pivet. Donc évidemment que c'est politique, alors qu'il n'y avait personne dans ce stade. Il y avait une proportion de politique absolument extraordinaire pour un match qui n'a aucun intérêt, absolument aucun intérêt sur le plan sportif, si ce n'est un intérêt évidemment politique.
Et là, c'est le moment du microscope, Mourad. De quel sujet as-tu voulu nous parler en plat de consistance aujourd'hui? Alors, c'est la grande difficulté. On en parle souvent, mais là, on a atteint un pic, en fait. C'est la grande difficulté qu'ont les journalistes français à reconnaître leurs erreurs. Ils commettent des erreurs. On commet tous des erreurs. Je le redis, je commets moi-même des erreurs. Simplement, je prends le temps la semaine suivante de les corriger quand c'est le cas et de faire amende honorable. Sauf qu'ils ont beaucoup de mal à le faire, notamment à la télévision. Alors, il y a d'un côté le journalisme, et puis de l'autre côté, on en a déjà parlé, mais je reprends parce que c'est d'actualité, il y a de l'autre côté les grandes gueules qui n'ont plus rien à voir, je pense, avec le journalisme. On va voir un exemple criant, flagrant de mensonge et surtout de manipulation de l'information. Donc, ce n'est pas une erreur. Vous voyez la différence? Une erreur, on y a le droit. Le mensonge et la fake news volontaire, on n'y a pas le droit. Et là, nous sommes exactement dans ce cas-là. Je vous laisse écouter ce montage je remercie encore Caisse de Grève. Je vous laisse écouter ce montage et puis on va y revenir. L'antisémitisme décomplexé avec les propos insoutenables d'Ismaël Boudjekada, conseiller municipal La France Insoumise de Grand Charmont, c'est dans le Doubs, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Après, on demande aux gens de voter, on demande aux gens de s'engager en politique. Que fait Manuel Bompard, qui est le patron de LFI? Et il devrait, là, dès ce matin, dire cet homme-là n'est plus membre de LFI, c'est terminé. C'est dommage parce que quand il a dû faire ses sessions de formation à LFI, il n'a pas dû bien suivre ce qu'on lui a dit. On leur a dit d'essayer de marcher sur une ligne de crête. Alors, ils ont du mal des fois. Entre Rima Hassan, Emeric Caron, Thomas Faure, ils arrivent quand même à tenir, même si les articles 40 vont bien finir par leur tomber sur la gueule, parce que depuis le 7 octobre, le nombre d'articles 40 qui ont été posés, j'attends toujours que la justice, nous attendons tous collectivement que la justice fasse son œuvre. Elle est rapide avec certains, mais alors qu'est-ce qu'elle est lente avec d'autres? Donc lui, je sais pas, il n'a pas dû bien suivre les séminaires de LFI où on leur explique comment être antisémite sans que ça se remarque. Alors lui, franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il met les deux pieds dans le plat. Il fait des Twitch ou des je sais pas quoi là en direct, avec sans doute des centaines de gens derrière. Alors, intervention d'autant plus violente, donc vous aurez compris, ils vont y aller sur l'air du c'est un militant, il est élu, la France Insoumise, il a tenu des propos antisémites, impardonnables. Alors c'est vrai que c'est pas comme on dit le couteau le plus affûté du tiroir, mais enfin, tout le narratif va reposer sur le fait qu'il fait partie de la France Insoumise. C'est-à-dire que c'est tout leur débat et ils vont ajouter ceci, c'est signé Barbara Lefebvre. Écoutez, c'est hallucinant. Qui en plus est un danger fou furieux parce qu'il fait des Twitch ou des je sais pas quoi là en direct avec sans doute des centaines de gens derrière. Ouais, t'as trop raison Ismaël, je suis trop d'accord, de la balle, le Coran sur ta tête, parce que ça doit être ça derrière. Ah non, mais ne vous inquiétez pas, je les ai bien imités, bah oui, parce que visiblement pas. Donc vous avez très bien entendu, ce sont des propos ouvertement racistes. Barbara Lefebvre est une raciste militante. C'est une ancienne militante d'ailleurs de la LICRA. Il faut se poser des questions à un moment donné sur cette association dite antiraciste, surtout qui lutte contre l'antisémitisme. Mais voilà, on en avait parlé la semaine dernière. Je vous invite à retourner voir le tout début de l'émission où il était expliqué par un lobbyiste que la LICRA faisait partie d'un lobby de défense, notamment d'Israël. Donc ça pose un léger problème quand même. Donc je le redis, Barbara Lefebvre est une femme raciste, invitée de manière récurrente. Et là, le directoire du média commence à économiser les sous pour une poursuite judiciaire. Non, c'est un fait. Je viens de. Mais il y a des combats qu'il faut mener, Mourad. Je te dis qu'elle est raciste vis-à-vis des Arabes, des musulmans présumés, et ainsi de suite. C'est clair, net et précis. Elle le revendique, c'est assumé. Alors. Là où c'est extraordinaire, c'est qu'au lieu de dire on s'est planté de manière militante, ils vont faire une, tenez-vous bien, j'ouvre les guillemets, petite mise au point. Petite mise au point, alors que c'est le cœur, littéralement le cœur de leurs propos. Je vous laisse écouter. Petite mise au point à propos d'une discussion qu'on a eue tout à l'heure. Oui, on parlait d'Ismaël Boudjekada, conseiller d'opposition à Grand Charmont, âgé de 28 ans, et qui a tenu des propos que l'on peut qualifier d'antisémites après ce qui s'est passé à Amsterdam. Et tout à l'heure, on a fait une erreur puisqu'on a dit qu'il était membre de la France Insoumise. Or, ce n'est pas vrai. Certes, il a été candidat à des élections sous une étiquette de gauche, mais Manuel Bompard, le coordinateur du mouvement La France Insoumise,
a démenti. Cette personne n'est pas membre de LFI et n'a pas été le candidat aux dernières législatives du nouveau Front Populaire. Stop à la désinformation. Voilà, c'est important de le préciser. Oui, après, les propos restent, c'est-à-dire les propos qu'il a tenus, il les a bien tenus. C'est le bonhomme. Voilà, mais il n'est pas membre de la France Insoumise. Alors on pourrait dire, bon, ils présentent leurs excuses, au moins c'est bien, mais pas du tout. Ils ne présentent pas leurs excuses. Ils disent que c'est un petit détail. C'est un peu comme le détail de l'histoire. C'est-à-dire que c'est un tout petit détail. Bon, on s'est trompé sur un truc. Ben non, on s'est pas trompé sur un truc, on s'est trompé sur le cœur. Un petit peu de sel dans l'omelette, un peu plus de sel que prévu dans l'omelette. Ça. Mais elle est mangeable. Et puis on a mis des piments forts et ainsi de suite. Donc c'est vraiment extrêmement grossier, je trouve. Dans la même veine, il y a Yves Tréhard qui lui va tenir sur LCI, il va tenir des propos tout simplement mensonger. Il va être repris, heureusement, sur la dernière présidentielle. Et quand on pense qu'il est responsable d'un service politique, notamment au Figaro, je trouve ça extraordinaire. Écoutez le bobard qui va sortir avant d'être corrigé. Il n'a pas dit ça. Je l'ai pas inventé. Mais attendez. D'abord, ce n'est pas une déclaration officielle. C'est un propos. Attendez. Je m'en fous de ce que dit François Ruffin. C'est pas mon sujet là. Vous êtes en train de m'interroger sur des déclarations de Jean-Luc Mélenchon dans une manifestation où il parle avec un militant. Parce que quand on est militant et qu'on fait une campagne, on peut pas aller voir tout le monde. Et donc on se pose la question de savoir comment on organise notre action militante. C'est pas une théorie politique. Le Parti communiste, monsieur, faisait, il y a 40 ans, entre 20 et 25% seul à une élection. Oui. Aujourd'hui, vous... On a fait 22%, monsieur. Non, pas tout seul. À la présidentielle, n'était pas tout seul. Non, vous êtes aussi avec les socialistes. Yves Tréhard, vous avez parti. Vous êtes journaliste. Perdu les autres faisaient pas grand-chose. Non. Yves Tréhard, ne mentez pas. De la population modeste. Ne mentez pas. Dites la vérité. Vous êtes journaliste. Les 22% que nous avons fait à l'élection présidentielle, nous avons fait avec quel autre parti que la France Insoumise ? 22% des exprimés. Là aussi, l'abstention avait fait des ravages. Avec quel autre ? Vous m'avez dit avec d'autres. Lesquels ? Le PS était 1,7 et les Verts 4. Il était derrière Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle ? Non, mais... Bon, donc on était bien tout seul, vous êtes d'accord ? Oui, d'accord. Donc vous venez de dire qu'on ne fait pas entre 20 et 25% tout seul. Précisément, on a fait 22% tout seul. Alors, c'est évidemment que c'est complètement bidonné, que évidemment que la France Insoumise, quoi qu'on en pense, a fait 22% à elle seule, qu'elle n'a pas été soutenue par le Parti Socialiste, qui a fait moins de 2%, si mes souvenirs sont bons. Y aura-t-il des excuses ? Écoutez, je vous tiendrai informé la fois suivante. Alors, c'est pas seulement sur ces chaînes classées très à droite, voire à l'extrême droite, qu'on retrouve ce genre de choses. Je parle souvent de quotidiens comme le TPMP pour les bobos. Eux aussi sont totalement incapables de se remettre en question, notamment sur le bobard concernant le député de Logu, sur le fait qu'il aurait interpellé Aurore Berger en lui disant que c'était une grosse poubelle, alors qu'en fait, on a vu évidemment les notes de l'Assemblée nationale. Et des gens extrêmement rigoureux qui retranscrivent de manière sérieuse les débats. Et en fait, vous finirez dans les poubelles de l'histoire, ce qui est une expression courante qu'on entend un peu partout et qui n'a jamais porté à conséquence pour les gens qui l'ont prononcé. Quotidien va être capable à la fois de valider cette histoire de poubelle et en même temps de critiquer une autre chaîne qui, elle, s'est autant plantée que Quotidien, essayez de me suivre, sans eux-mêmes, Quotidien, faire leur mea culpa. Je vous laisse écouter. Aurore Berger, députée des Yvelines, elle a posé une question cet après-midi à l'Assemblée nationale sur précisément ce qui s'est passé à Amsterdam sur l'antisémitisme et le racisme. Et Bruno Retailleau lui a répondu « bazar indescriptible à l'Assemblée nationale ». Et on a entendu, ça reste à confirmer, mais beaucoup de gens disent « il l'a dit », Sébastien Deloglus, député La France Insoumise, élu à Marseille, dire « Tu es une grosse poubelle, toi ». Tu es une grosse poubelle, virgule, c'est toi. Tellement pas drôle. Non. Alors, ça s'adressait, il y a débat, soit à Aurore Berger, soit peut-être à Bruno Retailleau. Mais comment dire que ce soir, nous sommes du côté d'Aurore Berger, évidemment. Et que Sébastien Donald Deloglus, il ferait mieux de la boucler une fois pour toutes, si c'est pour dire des choses pareilles. Et voici ce qu'a vraiment dit Deloglus. Vous finirez dans les poubelles de l'histoire. Donc CNews doit rectifier. Voilà la phrase qui était notée. Vous allez finir dans les poubelles de l'histoire.
Mais ils mettent à la poubelle la version de l'Assemblée. On a l'impression de lire « tu es une poubelle » quand même. Hein. Plusieurs parlementaires qu'on a appelés nous ont confirmé qui étaient présents, ils ont bien entendu « tu es une poubelle ». Beaucoup de gens me disent « il l'a dit, il l'a dit ». Alors la soirée de la poubelle continue, à 20h, Pascal Praud n'en a pas parlé une seconde car il est bien au-dessus de tout ça. Vous êtes dans les poubelles de l'histoire et Madame Aurore Berger aurait entendu « vous êtes une poubelle ». Une grosse poubelle, l'avez-vous dit? Oui ou non? Évidemment que non. Et alors, le plus terrible là-dedans, quand même, c'est que c'est in fine, on revient à Hanouna, c'est lui qui va faire le job et qui va présenter à la fois à la télé sur TPMP et sur Europe 1, donc les deux chaînes, l'antenne et la chaîne d'extrême droite, qui va présenter ses excuses en disant qu'on se doit de présenter des excuses quand on s'est trompé. C'est absolument incroyable. Si j'avais cru un jour que Hanouna ferait la leçon, waouh, quoi, je vous aurais. Hanouna donnerait des leçons de journalisme à l'équipe de Quotidien. C'est extraordinaire. À tout le monde d'ailleurs. Tout le monde s'est planté sur ce dossier-là. Je vous laisse écouter. Je vous le dis, alors, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire parce que Sébastien Delogu, hier, on a dit qu'il avait traité Aurore Berger de grosse poubelle. Exactement. Vous avez c'est pas nous qui l'avons dit. Vous avez vu où on en est. Oui. C'est des députés de gauche exactement. Qui ont rapporté qu'il avait dit grosse poubelle et ce n'est pas ce qui a été retenu par le compte-rendu. Alors, je vais vous expliquer. J'ai le compte-rendu ici. Apparemment, il n'aurait pas dit ça. Il aurait dit les supporters qui ont crié on va des Arabes, vous n'en dites rien, vous finirez dans les poubelles de l'histoire, les poubelles. Donc la vive protestation, mais il a dit vous finirez dans les poubelles de l'histoire. Donc il n'a pas dit, il n'a pas traité Aurore Berger de grosses poubelles. Selon le rapport. Selon le rapport, oui. Mais, voilà, les mecs, alors moi, je vais vous dire. Alors là, Gauthier Lebray, moi, j'ai une règle simple. Quand on a tort, on le dit. Je n'aime pas les mecs qui disent oui, mais c'est selon le rapport. Là, ce qui fait foi aujourd'hui, c'est le rapport. Surtout que les fonctionnaires de l'Assemblée nationale sont très rigoureux. Et puis ils ont 10 et 10 aux deux oreilles. Non, mais je vous dis. Non. Mais. Donc là, moi, le mec qui me dit c'est ce qui est écrit sur le rapport, je dis non. Parce que je déteste la malhonnêteté. Moi, je vous le dis. Donc Sébastien Delogu, on l'a dit hier. On l'a secoué pendant l'émission et aujourd'hui, on doit, mine de rien, s'excuser de ça parce que c'est pas ce qu'il a dit. Voilà, moi, je suis clair. Voilà, donc, c'est pas pour ça que ça va devenir notre meilleur ami, hein, qu'on est d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit, loin de là. Mais il faut être crédible. Donc aujourd'hui, c'est le rapport. Le rapport dit qu'il ne l'a pas dit. Aujourd'hui, ce qui fait foi, c'est le rapport. Je veux pas dire, oui, mais parce qu'il y a un mec qui l'a entendu, le rapport dit non. Donc, je suis désolé, moi, pour moi, on doit faire notre mea culpa et on le fait sur Europe 1 aujourd'hui à 16h13. Voilà. Nous sommes plongés en pleine dystopie, n'est-ce pas? Complètement. Alors, c'est l'heure de ton coup de cœur. Oui, alors le coup de cœur, il va être double. Oui, non, mais Mourad, tu auras des jumeaux dans quelques semaines peut-être, mais enfin, je veux dire, double coup de cœur, double préambule, double portion de frites aussi à la cantine. Je suis désolé, mais on approche des fêtes et j'aimerais bien que vous soyez inspirés par des livres. Alors, il y en a deux qui sont assez remarquables dans leur style. Alors, le premier, c'est Marc Joly qui a écrit la pensée perverse au pouvoir. Alors, je vous laisse regarder la jaquette. Donc, alors attention, faites attention parce qu'on y voit quelqu'un d'assez particulier. C'est chez Anna Moza et donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir. Alors en général, sur les questions liées à la psychiatrie, au mental des gens au pouvoir en général, et puis de Macron en particulier. Et donc Marc Joly, qui est sociologue et qui est chargé de recherche au CNRS, qui a notamment publié La perversion narcissique et études sociologiques et la sociologie réflexive de Pierre Bourdieu, va se pencher sur le cas de Macron et va, dans le détail, vraiment expliquer en quoi, à la fois, il a un problème narcissique, pervers, et en quoi les institutions de la Ve République, notamment, c'est des questions qui trottent dans la tête de beaucoup de gens que je rencontre et qui s'intéressent à la politique, en quoi la Ve République lui permet d'exercer cette perversité en tant qu'homme de pouvoir et en gros de faire ce qu'il veut, de dissoudre l'Assemblée, d'organiser des banquets à Versailles et compagnie. Et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est Marc Joly, La pensée perverse au pouvoir. C'est chez Anna Moza. Vraiment, je vous conseille la lecture de ce livre. Et Julien Terry a fait une interview de Marc Joly
pour son émission qu'on peut regarder sur le site du Média ou sur notre chaîne YouTube. Absolument, notre confrère qui fait un excellent travail, je le dis en passant. L'autre livre, alors c'est plus lié à l'histoire, notamment le plateau des Glières, c'est Madani Aliwa qui a écrit Solong Marianne, et c'est très particulier parce qu'il aurait pu faire un livre historique sur le plateau des Glières, hein, le fameux plateau, alors qu'à la fois un lieu de mémoire héroïque et tragique, hein, puisqu'il y a eu l'héroïsme de la résistance et puis la tragédie de sa répression. Eh bien, il a choisi de faire un roman qui va nous faire passer de 44, donc l'événement des Glières, jusqu'à 1968, où il va... Alors, je ne vais pas vous dévoiler, parce que je vous invite vraiment à ne pas lire forcément la 4 de couve, parce que ça dévoile beaucoup de choses, où une héroïne va se pencher sur cette histoire et va faire des rencontres très particulières. Donc c'est Madani Aliwa, Solong Marianne, Les Glières 44-68, et c'est chez l'Harmattan, et vraiment c'est audacieux et réussi à la fois. Et on est au moment des remerciements, en espérant qu'ils ne seront pas kilométriques comme habituellement. Non, absolument. Alors, je voudrais saluer, alors ça va aller vite cette fois-ci, Snowcat, Attica 666, Amario Léonès, Noob Bomber, Momo de Dreux, que je n'oublie pas. Il y a également Hypno d'Orléans. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Maxime Boniface, le fils de, avec un petit peu de retard. Zerbeline et Thierry de Bordeaux. Je voulais saluer également le Cinéma des Carmes. À travers le Cinéma des Carmes d'Orléans, je voulais saluer l'ensemble des cinémas d'arrêt d'essai, ainsi que Steph Polyborus et Nico des ATH, Christelle Amoussou, Kevin Razi, un très bon humoriste, un stand-upper vraiment que j'adore, et qui nous suit de manière régulière, qui nous a envoyé un message de félicitations, et je le remercie très vivement. Milo, GH, et Thomas Granger, ainsi que la direction de ASSE, donc l'équipe de Saint-Étienne, hein, l'équipe des Verts. Voilà, mais oui, je vais demander à Lila de m'apporter un objet que je viens de recevoir de la direction de l'ASSE. Voilà, et c'est le nouveau gobelet, puisqu'ils ont repéré en fait que mon ancien gobelet, le grand gobelet vert qu'on retrouve régulièrement dans l'émission, était dépassé. C'était plus le même logo, donc ils m'ont envoyé ce superbe mug, et vraiment je les remercie infiniment, et un immense merci à Thomas Granger, le directeur de la communication de l'équipe de Saint-Étienne. C'était le moment gênance de l'œil de Moumou. Merci Mourad. À la corruption, hein, où ça va se nicher. Merci Moumou. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet, sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov. On rappelle que le Média, votre Média, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur le mediatv.fr/soutien. Et alors que nous commençons notre campagne de fin d'année, donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux Médias.